Et nous avions terminé avec cette expansion ici de César. Alors, on peut joindre à cet artiste, évidemment, d'autres collègues qui vont eux aussi s'essayer à l'usage de la réalité. Donc, on peut mentionner Armand. Armand, qui est un peintre, qui est un sculpteur, qui est américain, mais d'origine française, et qui va essentiellement travailler le principe des accumulations. Et je vous glisse d'abord cette petite réflexion qu'il a énoncée. J'affirme que la force d'expression des ordures et des objets inutilisables constitue déjà une valeur en soi, de manière tout à fait directe, sans rechercher de forme esthétique dans les déchets, ce qui les brouillerait et les comparerait aux couleurs d'une palette. Si vous vous souvenez, c'est un peu la même démarche que pour Villègle, qui, lorsqu'il se promenait dans l'espace urbain, face à un mur devant lequel il y avait un amas important d'affiches superposées les unes aux autres, juxtaposées également, il décrétait là une force d'expression suffisante que pour s'en servir et construire son travail. Donc ici aussi, Armand va utiliser les ordures, les déchets, mais sans devoir intervenir pour les ordonner d'une façon ou d'une autre. Ça lui convient de cette manière-là. Je vais vous montrer comment il s'y prend. Donc, l'œuvre est désormais ouverte à la toute-puissance expressive du réel, une simple proposition, pure découverte. L'œuvre est trace d'immédiateté, elle est manifeste et par là même acte. C'est-à-dire, elle est trace d'immédiateté, donc l'artiste n'intervient pas dans la création d'un élément concret, d'un motif, d'une image, il se sert de ce qui est autour de lui. Armand va travailler par la quantité, si vous voulez, l'ensemble donc de ces ordures, la quantité, le plein, mais également la réponse se fait par le vide, donc les affiches lacérées du côté de Villègle. Tout ça va évidemment bouleverser, renverser les différentes valeurs. On sait qu'on glisse lentement vers mai 68 au niveau des changements de référence. Donc je vous montre cette réaction. Armand a réagi à une proposition de Klein, Yves Klein, dont nous allons parler également, qui a co-signé donc le manifeste avec Pierre Restany. Je vous avais mentionné ça la semaine dernière. Et j'ai une petite image, mais voilà, c'est ce qu'on peut découvrir par rapport à cette traduction du vide. Donc, dans une galerie à Paris, la galerie Iris Clerc, en 1958, Yves Klein a invité les visiteurs à se rendre dans le lieu et sa volonté était d'organiser une exposition qui était centrée sur le vide. Donc, il n'y avait absolument rien à voir. Vous pouvez observer la vitrine et à l'intérieur de la vitrine, il n'y a aucune présence autre que donc les éléments propres de la salle. Donc, Klein accentue ou souligne cette dimension du vide dans la démarche artistique à laquelle Armand viendra réagir, non pas en poursuivant la question du vide, mais lui en répondant par le plein, vu qu'il travaille la notion d'accumulation. Et voilà, je vous fais suivre dans la même galerie, la galerie Iris Clerc, mais en 60, donc 2 ans après, Armand va exploiter la totalité de la surface de la galerie pour traduire sa dimension du plein, et à l'aide d'ordures, tout simplement, il va donc demander qu'elles soient déversées à l'intérieur de la galerie. Cette galerie sera remplie au point où plus personne ne peut rentrer dans l'espace, et de la même façon, il invite, par le biais d'une invitation inaugurale, à ce que certains spectateurs se retrouvent devant la galerie, restant évidemment à l'extérieur, sur le trottoir, face à cette vitrine qui est bondée, comme vous pouvez le voir. Donc, Klein avait imaginé interroger le vide en avril-mai 58 dans cette galerie, et Armand désire répondre à la question du vide de Klein, lui, en utilisant un ensemble
de déchets, un ensemble d'ordures qui viendront, ces ordures, totalement remplir l'espace. Donc ça, la particularité, si vous voulez, du travail d'Armand, il laisse de côté les techniques picturales conventionnelles, académiques, si vous voulez. Il fait usage de la notion d'accumulation et il s'approprie les objets du quotidien. Donc les traces que nous laissons par tout ce que nous consommons, c'est-à-dire tout ce que nous laissons comme déchets, mais à aucun moment, Armand ne va organiser esthétiquement ces déchets, donc cette dimension d'un agencement qui répondrait à une certaine idée d'unité ou d'harmonie ou de choix de texture ou de couleur. Enfin, ce genre de questions n'a plus du tout cours dans la proposition qui est mise en œuvre. Donc, des objets de rebut qui sont accumulés. Et Armand parlera alors à ce moment-là de poubelles. Donc, à partir de 1959, il va créer des poubelles. Donc, les poubelles, il va faire déverser une quantité importante, vous pouvez le voir, de déchets ménagers, à l'intérieur de volumes en plexiglas totalement fermés. Donc, l'idée n'est pas du tout de permettre une évolution des matériaux. Si vous voulez, il n'y a pas de progression des matières, il n'y a pas de fermentation, il n'y a pas donc de changement. Ça reste dans l'état même où la benne d'ordures a été déversée. Et vous pouvez encore y reconnaître des produits que nous consommons aujourd'hui dans cette espèce de méli-mélo qui offre en même temps des couleurs, des textures, des formes, des aspects de plein et parfois un peu d'altération de vide, qui permet à l'œil de circuler dans l'espace. Il y a, je ne sais plus exactement, j'ai oublié de vérifier, mais 23, 24 ans, quand je travaillais au Musée Royal de Marimont, il y avait eu une grande exposition consacrée justement au travail d'Armand. Et à l'entrée de la cafétéria était placée une poubelle, donc en plexiglas, avec ces déchets qui étaient concentrés à l'intérieur de celle-ci, totalement hermétiques. Il n'y a donc aucune modification, en effet du temps n'intervient pas sur les matières. Donc la question de la poubelle peut être envisagée par Armand aussi comme à long terme une réflexion qui s'inscrirait dans une approche plus archéologique. En fonction des différents quartiers ou arrondissements parisiens, Armand peut constater que les personnes ne consomment pas la même chose en fonction des appartenances culturelles aussi. Et donc ça pourrait devenir synonyme avec les années qui s'écoulent d'une forme de consommation qui peut être propre à un moment et qui peut changer avec l'évolution de la société. Donc, voilà des petites lectures qui peuvent venir se greffer sur son souhait, mais volontairement, chez Armand, c'est accentuer la vision de ce que nous consommons, de ce qui est accumulé par une société en termes de consommation. D'où la raison du choix de faire des accumulations et des accumulations spécifiques qui donnent les poubelles, donc comme celle-ci, poubelle de Warhol. Donc, si vous voulez, le vrai matériau de la pratique artistique d'Armand, il le trouve, ce vrai matériau, dans les ordures, dans les bennes d'ordures, et simplement, sans que celles-ci soient triées, il les fait placer dans des volumes de plexiglas. Donc, il y a un contenu social, il y a une capacité de lecture sur la manière dont la société consomme et délaisse après les traces de cette consommation. Voilà une autre forme d'accumulation. Ce sont pour Armand aussi la possibilité de retenir, si vous voulez, de sélectionner des formes ou des objets, des anciens objets, comme un ensemble de brocs ici, que vous voyez positionnés sans trop spécialement d'attention, des éléments qui ont été utilisés ou qui n'ont plus d'usage et qu'il vient disposer dans la vitrine. Donc ça se trouve ici à la Fondation Ludwig. Et il y avait aussi dans l'espace du musée à Marimont, sur un grand mur, une quantité de pinceaux, de brosses,
il y avait des tubes de couleurs, il y avait des éponges, enfin tout cela était accroché sur le mur, créant une vaste accumulation aussi. Et au fur et à mesure du temps de l'exposition, il n'était pas rare que vous ayez un élément qui se détache du mur, qui tombe. Donc les personnes du service conservation ramassaient cet élément, le mettaient de côté, et puis le cours du temps continuait à agir sur les différents objets. Donc il peut y avoir de légères modifications en fonction de la résistance ou pas du matériau et de son mode d'accrochage dans l'espace. Bon, ici, les bras ne vont pas bouger puisqu'ils sont enfermés dans la vitrine, hein. Alors, cette idée, si vous voulez, d'interagir avec des matières sur lesquelles vous pouvez avoir un impact, Armand va, à un moment donné, à partir de 61, créer ce qu'il appelle les colères. Donc, à partir des colères et des combustions, vous pouvez voir les deux ici sur l'image, là, il y a une interaction d'Armand sur l'objet. Donc, un objet qui est au bout de sa vie, hein, qui va être malmené par Armand. C'est-à-dire qu'il y a une relation, un va-et-vient, si vous voulez, entre l'idée de détruire, une espèce de pulsion de destruction sur la matière, et en même temps une volonté de conservation. C'est un peu cette alternative entre ces deux gestes. Donc, malmener un objet, le fracturer, le démolir partiellement, et puis le figer comme tel. Ou alors, utiliser donc le principe de la combustion. Donc, vous voyez de nouveau un élément qui fait écho à l'instrument de musique sur la partie de droite, morcelé, avec des cendres au fond. Mais il peut y avoir dans cette même idée des carcasses de voitures. Donc, dans une partie du parc étaient présentées des anciennes voitures démantelées et qui faisaient écho à ces dimensions de colère, donc ces interventions, cette poussée de la force de l'artiste par rapport au matériau, à sa résistance, et puis la manière de le présenter fragmenté. Donc en même temps, chez Armand, il y a une forme d'ambiguïté entre une fascination pour un objet, la charge émotionnelle qu'il peut déclencher, et en même temps l'idée de sacrifier cet objet en s'y confrontant, en testant sa résistance, et finalement en le proposant dans une forme qui est brisée, qui est donc profondément altérée. Donc Armand a déployé, si vous voulez, plusieurs interactions entre la réalité d'un matériau, la réalité d'un objet qui perd sa fonction et qu'il présente en étant complètement démantelé à travers donc ces espaces qui pourraient laisser apparaître comme un haut relief, hein. Vous voyez, il y a comme une boîte faisant cadre qui sont placés ici verticalement et qui montre très très bien aussi l'évolution de la dimension de la peinture. Donc on a de la matière, on a de la couleur, on a des formes, on a des effets de la lumière sur les éléments proposés, mais ce n'est pas du tout mis en œuvre par l'intermédiaire de pinceaux, de brosses, de pigments. C'est la réalité de nouveau d'un élément du réel sur lequel Armand est venu agir, qui est positionné pour élargir la question de la peinture, qui quelque part vient un tout petit peu frôler la dimension de la sculpture, hein. Donc l'objet est libéré de sa fonction utilitaire, il est récupéré, à partir de là, il est débarrassé, si vous voulez, de son usage. Armand s'y est confronté, il y a une violence qui intervient, qui démantèle, et à partir de ce moment-là, donc le travail parle, met sous nos yeux cette réalité, cette puissance expressive du réel et de l'interaction que l'artiste y a déployée. Donc on a là vraiment la trace comme d'une immédiateté d'intervention, bien que voilà, elle est fixée depuis pas mal d'années à l'intérieur du cadre dans lequel Armand est intervenu. Ça va par rapport à ces éléments?
il y a pareillement dans le groupe l'artiste Christo qui va se joindre à eux. Christo est une personne qui est originaire de Bulgarie, qui arrivera à la fin des années 50, vers 58, dans la ville de Paris, et travaillant des petits emballages très très vite. Donc cette idée va s'imposer à lui. Donc je vous montre ici un petit format. On a encore l'impression d'une référence à la peinture. Un portrait de Brigitte Bardot qui est emballé, vous voyez, dans une matière plastique avec une corde. Donc le portrait est transposé dans un environnement inhabituel au niveau artistique. Il change donc en termes de visibilité. Et cette manière de fonctionner, Christo n'est pas initiateur, si vous voulez, de ce procédé, parce que vous vous en souviendrez, nous avions vu l'attitude de Man Ray en tant qu'artiste dadaïste, ami de Picabia, de Duchamp, où Man Ray avait traduit une petite phrase reprise dans un livre de Lautréamont, Les Chants de Mal d'Aurore, beau comme la rencontre accidentelle sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Et son idée était de venir masquer ces objets, de les envelopper dans une couverture de laine avec une corde, une ficelle. Donc à ce moment-là, de provoquer l'imaginaire, de solliciter les questions, puisque la chose n'est pas directement visible. Donc Christo est très honnête, il dit que ce procédé d'emballage ou d'empaquetage, il l'a découvert chez Man Ray et il va le reprendre. Et visiblement, ça va devenir véritablement une marque de fabrique pour lui. Alors, je vous montre la progression parce que de petits objets qui pouvaient tenir dans une valise, qui était l'attitude initiale de Christo, progressivement, Christo a donné une envergure à ces emballages et venant directement intervenir dans l'espace public, par exemple dans l'espace urbain. Un de ces emballages les plus importants, c'est le Pont Neuf à Paris. Mais là, on pourrait se dire, à partir donc des années 70, Christo va aussi pouvoir venir doucement s'inscrire dans toute la problématique des artistes du land art. Donc, si vous voulez, Christo est entre deux. En même temps, il travaille sur le réel, opère sur des petits formats, est influencé par les artistes qu'il côtoie arrivant à Paris, qui forment le groupe des nouveaux réalistes. Mais comme son choix sera d'intervenir dans l'espace extérieur, quittant l'atelier, il va mettre en œuvre des projets assez magistraux à l'échelle donc ici d'un monument au sein d'une ville. Donc là, les interventions se faisant à l'extérieur pour un temps bien défini, Christo fait aussi partie, rejoint l'état d'esprit des artistes du land art, qui est une autre proposition qui elle aussi émerge du continent américain et voit certains représentants sur le sol européen. Donc, je vous montre ce passage. Dans les deux cas, vous avez un objet qui apparaît comme étant enveloppé, si vous voulez, d'une autre peau, qui le soustrait de sa lecture habituelle. Et probablement, voyez-vous, si on s'attarde un tout petit peu sur ce Pont Neuf, que par l'usage de la matière qui vient envelopper le pont, par les cordes, vous les distinguez au niveau des piles, vous voyez les cordes qui resserrent cette espèce de grande bâche, créant un effet de plissé. Donc, le pont ne se lie plus spécialement par rapport à sa dimension de travail d'ingénierie permettant le passage d'un quai à l'autre, d'une rive à l'autre, mais devient pratiquement une succession de formes, donc de formes géométriques, alternance de la verticale, de l'ouverture des arches, incidence de l'ombre et de la lumière, donc perception beaucoup plus de caractères plastiques et sculpturaux,
Donc, possibilité d'intervention de Christo parce qu'il reçoit les autorisations du côté de ce qui est administration. Et à ce moment-là, pendant une période bien définie, les visiteurs peuvent découvrir d'une autre manière le pont, c'est-à-dire le lire dans ses composantes beaucoup plus formelles. Et puis, lorsque la démarche se termine, qu'on enlève à nouveau les structures, le pont n'a absolument pas subi de dédommagement, on redécouvre d'une autre manière cette réalité urbaine, peut-être à laquelle on était tellement habitué qu'on ne la voyait plus. Donc, si vous voulez, l'idée de Christo, c'est de solliciter l'imagination, c'est d'inviter à des observations d'un nouvel ordre parce qu'il y a quelque chose qui s'est modifié dans la manière habituelle de lire la présence de l'élément. Donc derrière les contours qui sont masqués par l'épaisseur de la toile, il y a une présence qui se fait différente. Donc ce sont bien des actions éphémères, mais qui vont éveiller une curiosité, même peut-être d'un point de vue tactile. On aura vraiment envie d'aller toucher, parce que la sensation de la dureté, par exemple, des piles du pont apparaît différente par rapport au recouvrement que Christo a choisi de mettre en œuvre. Donc, la manière d'appréhender le lieu, le rapport d'échelle dans la lecture de l'espace, sont directement interrogés par l'emballage proposé par Christo. Et Christo considère que le lieu dans lequel il intervient, c'est littéralement son atelier. Donc, si vous voulez, cette action se passe à l'extérieur, mais c'est la continuité de son atelier. Alors, vous pourriez poser la question, mais comment arrive-t-il à mettre en œuvre ces projets? Comment vit-il? Ce qui est très intéressant, c'est que Christo est d'une conception extrêmement précise. Donc, vous aviez peut-être vu, il y a quelques années, il y avait, je crois, ici à Bruxelles, dans une banque, j'ai oublié le nom, il y avait une exposition qui était consacrée au travail de Christo. Et par exemple, quand vous cherchez des informations concernant le Pont Neuf, je vous montre le dispositif. Donc, il y a l'idée qui émerge dans la tête de Christo et d'Anne-Claude, et de Claude, pardon, qui travaillent en collaboration, Jeanne-Claude et lui, continuellement, mais ils se font appeler Christo, donc sa femme et lui. Il y a le choix de l'endroit. Vous pouvez vous rendre compte, en dessous de l'image, il y a la carte de Paris, avec donc la position du pont. Donc, il y a une volonté de d'abord faire un repérage topographique, bien situer les choses. Il y a la vision du pont et un pont le plus ancien de la ville de Paris qui est choisi, donc c'est pas n'importe lequel. Il y a une résonance historique, si vous voulez, dans le choix. Et puis, il y a des observations qui se font avec progressivement des crayonnés, des dessins, pour essayer d'imaginer la manière dont ce pont va être emballé, pourrait apparaître. Et puis, Christo passe à l'étape des maquettes. Et si tous les facteurs, tous les paramètres sont réunis, alors il met en œuvre le chantier. Je veux dire qu'il prend en charge totalement. Donc, Christo est totalement autonome par rapport aux frais que ça pourrait engager. Donc, il n'est pas spécialement soutenu ou sponsorisé d'une façon ou d'une autre. C'est eux qui déploient d'un bout à l'autre leur démarche. Et ce qui peut les aider, donc, ce sont les expositions, ce sont les ventes de catalogues, ce sont les ventes après de dessins, de création. Donc, tout ce qui est le processus même du travail est très intéressant. Si vous voulez, l'œuvre de Christo ne consiste pas uniquement dans le temps de l'emballage, c'est toutes les différentes phases qui sont partie prenante de leur réflexion. Et parfois, l'emballage n'a pas lieu parce qu'il y a tel ou tel facteur qui n'est pas réunis. Donc, par exemple, l'autorisation n'est pas accordée au dernier moment, ou il y a des conditions climatiques ou météorologiques qui sont trop difficiles. Mais tout ça les a conduits à une expérimentation qu'ils considèrent comme un projet extrêmement intéressant.
Donc voilà, Christo dit l'œuvre d'art, ce n'est pas l'objet, mais le processus. Alors, il y a un mot qui est peut-être intéressant à intégrer, c'est in situ. Donc, c'est le terme latin, je vous le glisse en italique, donc la notion in situ, intervenir dans le lieu, sur le site, renvoie à l'idée d'un rapport direct entre un objet d'art et un site. Rapport établi soit par la mise en vue de l'objet et continuant sa réception esthétique, soit par le travail d'élaboration de l'objet et conditionnant sa nature matérielle et ou formelle. Elle est notamment et spontanément requise pour désigner des œuvres qui sont des objets d'art exposés hors les murs de l'institution muséale. Donc voilà une démarche qui est déployée par certains artistes décidant de sortir des murs de leur atelier et d'interagir avec le réel, directement à partir d'un élément réel dont ils ne sont pas les auteurs, dont ils peuvent modifier esthétiquement l'approche en intervenant sur la nature matérielle ou la nature formelle de cet objet. Et puis, une fois l'action dans ce temps défini achevé, l'élément retrouve sa lecture habituelle. Il y a quelqu'un dont le micro s'est allumé et il y a une résonance qui est très très forte. Je ne sais pas si la personne se rend compte. Voilà, je vous citais quand Armand va faire ses propositions par rapport à la notion de l'accumulation. Il avait donc répondu à l'intervention de Klein 2 ans plus tôt, Yves Klein, artiste français, donc qui avait cette volonté de réfléchir sur la notion du vide. Et Klein fait partie, en tant que membre nouveau réaliste, de ceux qui vont donner une expansion à la dimension picturale et en même temps aussi y associer le début, donc sur le sol français, des actions, des performances, si vous préférez. Et c'est à travers ce qu'il appelle les anthropométries ou empreintes corporelles. Anthropométrie, donc mesure du corps humain. On est ici en 1960. Donc, vous voyez, la vie de Klein n'est pas très longue. Hein. Il est né en 28, il décède en 62. Donc, à partir des années 60, il va s'essayer à des pratiques assez nouvelles. Donc, il déploie la dimension d'action de performance, c'est-à-dire l'artiste lui-même intervient en présence d'un public et il fait le choix non plus de figurer un corps sur un support, mais d'utiliser le corps comme support pour déposer sa peinture. Donc on appelle ça les anthropométries. Ici, la période bleue, même si vous avez des photos en noir et blanc, mais vous allez voir après le résultat. Donc, en haut à gauche, vous avez Klein qui, à l'aide d'un pinceau, vient déposer le bleu, le fameux bleu Klein, donc IKB, l'International Klein Blue, un bleu qu'il s'est approprié, attribué, dont il a déposé un brevet pour n'être que le seul à pouvoir l'utiliser. Donc, il vient déposer sur le corps de la femme. Vous voyez en bas, cette femme se déplace, couverte de peinture, avec le seau de peinture à la main. Et peut-être pouvez-vous voir à l'arrière, il y a des musiciens. Donc, il y a une présence de quelques musiciens. C'est un quatuor, je crois. Donc, 3 ou 4 personnes, quatuor à cordes. Mais vous pouvez aussi voir que derrière, donc sur la première photo ou la deuxième, derrière, vous avez des empreintes qui sont déposées sur la feuille de papier et fixées verticalement, donc posées sur le sol.
Donc voilà, je ne sais pas si chacun de vous voit bien. Donc sur le mur, vous avez une traduction très schématique du corps, c'est-à-dire, comme vous pouvez observer sur la femme, donc la peinture est posée des seins vers les genoux. Et en fait, c'est ça que vous retrouvez. Voilà, des silhouettes extrêmement simples, donc une figuration qui est totalement dépouillée, débarrassée, si vous voulez, de la dimension représentative. Hein. On a une évocation extrêmement simple, presque comme pourraient l'être les manifestations des dessins de la préhistoire. Donc il n'y a pas de volonté de représentation dans l'image. Et c'est directement la résultante, la trace laissée par le corps enduit de peinture, qui a été donc déposé sur la surface de papier, qui elle-même a été marouflée sur un support de toile et qui est donc ici présente dans le musée d'art moderne de la ville de Paris. Vous voyez, ça fait 2,56 m sur 2,82 m. Donc, vous avez 3 fois un corps qui s'est allongé, si vous voulez, sur le support de papier et qui a donc imprimé, qui a laissé son empreinte directement avec le bleu qui était placé sur le corps. Donc, il y va de l'interaction, de la sensibilité pure de la couleur à partir du corps vivant qui, à un moment donné, dirigé par Klein, donc je crois que j'avais une autre image, dirigé par Klein, va y déposer donc cette trace. C'est ça, les empreintes corporelles. Sa volonté, si vous voulez, est de retrouver une relation directe entre l'élément, la peinture, le corps, et le support sur lequel la trace vient se conserver. C'est là que je vous disais l'importance pour Kender et Chung qui font des photographies, parce qu'on a donc ces documents, on a parfois des petites vidéos qui permettent aussi de voir l'attitude de l'artiste en train d'exécuter ses actions et ses performances. Donc de nouveau, l'importance de la démarche de Klein ne tient pas uniquement dans ce travail qui est exposé dans une des salles du musée d'art moderne de la ville de Paris, c'est l'ensemble du processus, c'est ce temps de présence devant les spectateurs où Klein interagit avec cette femme. Donc comme anciennement, on avait si vous voulez, le couple du peintre et de son modèle, c'est la même idée, mais on a une immédiateté d'interaction entre le corps recouvert de peinture et la trace déposée sur le support. Ce qui est aussi intéressant, c'est que Klein va diriger le corps de cette femme. Donc, si vous voulez, Klein va utiliser la réalité de l'espace, va se déplacer dans l'espace pour inviter cette femme à se coucher. Donc, c'est là qu'il y a une dimension partageable avec un public selon la présence aussi de la musique qui les accompagne. Il y a quelqu'un qui souhaitait intervenir? Oui, moi, je voulais demander s'il y a systématiquement une performance, c'est vraiment intrinsèquement lié ou pas toujours? La majorité, en tout cas dans la dimension des anthropométries ou empreintes corporelles, je crois la majorité du temps, il y a présence performative en même temps. Maintenant, vous pouvez aussi avoir d'autres moments où Klein a nuancé, si vous voulez, son rapport au pigment, à la forme, qui n'ont pas toujours donné naissance à la performance. Il emploie du rose, il emploie de l'or, il n'emploie pas que le bleu. Mais dans ce cas des anthropométries exposées, elles se sont déroulées, se sont faites par cette présence du public et des musiciens, parce qu'aussi Klein est convaincu qu'il est l'initiateur de l'action de la performance sur le sol européen. Donc, si vous voulez, Yves Klein voyage, il pratique les arts martiaux, il voyage beaucoup au Japon, il a une capacité différente d'entrer en contact avec les matériaux, avec le corps, mais il y a quelque chose d'un peu, je ne sais pas si je dois dire orgueilleux chez Klein, c'est qu'il espère toujours être le premier à mettre en place certaines choses. On aura l'occasion de voir que la notion de l'action de la performance a déjà été initiée en Amérique et même justement au Japon quelques années plus tôt, et qu'ici, il a cette possibilité, à travers ces formes de pratique donc anthropométriques,
de se laisser porter par cette initiative de la performance devant un public qui peut en apprécier la réalité. Et aussi parce que pour Klein, il est important de s'approprier l'espace, de rejoindre l'espace. Donc, s'il le fait en ayant un public témoin, ça vient augmenter, si vous voulez, ça vient donner une valeur supplémentaire à ces actions. Donc, je ne sais pas si on a des expositions d'anthropométrie qui auraient été faites uniquement entre Klein et la femme, je veux dire, modèle. Pour moi, c'est lié, c'est performatif. Hein. Mais il faudrait vérifier, il y a peut-être des moments où on n'a pas toujours eu cette présence du public. Mais en tout cas, celles dont je vous parle ici sont vraiment associées à des documents photographiques ou petites vidéos qui montrent toute cette composante donc de la gesticulation, du déplacement et de l'interaction avec la présence des musiciens et d'un public. Merci. Mais de rien. Donc, ce fameux bleu, vous voyez, on va le retrouver, hein, utilisé dans différents moments du travail de Klein. Donc, c'est IKB, International, K, Klein, B, Blue. Et vous pouvez trouver, il y a un élève il y a des années qui m'avait trouvé ça sur Internet, une sorte de certificat qui authentifie un brevet, si vous voulez, à travers lequel il a déposé ce bleu en se le réservant jusqu'à sa mort. Mais voilà, c'est pas un brevet officiel, mais il a joué le jeu jusqu'à faire émettre un document qui lui réserverait l'usage de cette couleur. Donc cette couleur, il l'emploie aussi dans le cadre de conception plutôt sculpturale, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on a l'éponge, le plâtre, sur lequel la matière bleue, si vous voulez, s'est répandue. Hein, c'est comme s'il avait pressé cette grosse éponge chargée de couleur bleue et qui va laisser la couleur s'écouler. Donc, elle vient se positionner sur le plâtre, mais on donne vraiment la sensation de cette matière compressée et qui descend, qui vient après, un peu comme dans l'idée de la compression de César, occuper son propre espace. Vous voyez, ici, on est dans un travail totalement sculptural, 1,50 m sur 90 de large pour la partie de l'éponge et 42 cm pour cette densité, si vous voulez, de la matière. Donc, à aucun moment, il n'y a une idée de représenter chez Klein, mais il y a une matérialité nouvelle qui est donnée à la peinture, si vous voulez, à la couleur. Et ça, c'est une image qui est assez répandue aussi, assez bien connue. Quand je vous disais, Klein a ce souhait de rejoindre l'espace, et il dit que le vrai artiste, c'est celui qui peut rejoindre l'espace. Donc, rejoindre l'espace au niveau de son travail d'une peinture élargie, de la peinture qui se matérialise et qui vient occuper, qui vient se figer, occuper l'espace, mais aussi il a fait ce photomontage qui est assez connu, où vous le voyez ici, s'élançant d'une toiture, et vous sentez par la position des bras qu'il est plutôt en train de s'élever. Donc il y a un vélo, un cycliste qui passe, ou qui vient de passer juste au moment où il s'élance. Vous avez un train qui est arrêté à la gare. Et Klein, donc, a ici donné toute la dimension à cette sorte de pouvoir que l'artiste aurait et qui ferait que l'art et la vie, si vous voulez, se rejoignent, se confondent. Alors, on peut imaginer qu'à un moment donné, Klein viendrait à s'effondrer, à rejoindre le sol, mais on a des images, je croyais l'avoir jointe, où en fait ses amis pratiquant l'art martial avec lui ont vite sorti le matelas qui est juste de l'autre côté du mur pour réceptionner le corps de Klein au moment où il s'approche du sol. Donc il y a eu plusieurs essais et celui-ci est le photomontage qui convenait le plus à Yves Klein pour traduire cette idée de l'artiste qui a cette capacité à rejoindre l'espace. Donc voilà, vraiment Klein s'est adonné, si vous voulez, à des activités particulières, à des essais particuliers, à chaque fois se mettant en jeu. Donc, c'est l'artiste, la vision de son propre corps, l'interaction au niveau des sensations de spatialité. Donc, c'est de nouveau une illustration de cette manière d'appréhender immédiatement le réel
et les différents facteurs de celui-ci. Alors, dans le même groupe vient se placer Niki de Saint-Phal. Donc, cette artiste qui, elle aussi, pratique la peinture, pratique la sculpture, va recourir à des objets très concrets du quotidien, cherche à travers différentes explorations à renouveler le geste artistique. Et de nouveau, avec les mêmes photographes, vous voyez Harry Chung ici, des photographies qui vont être réalisées au fur et à mesure des actions que Niki de Saint-Phal va déployer. Donc on est à Paris le 15 juin 1961 et vous pouvez observer Niki de Saint-Phal est en train de viser. Elle a une carabine donc au niveau des mains et on dit qu'elle crée un tir. En fait, Niki de Saint-Phal, vous connaissez probablement un peu son histoire. Niki de Saint-Phal va dans une première partie de son travail imaginer des gestes, des attitudes qui sont assez salvatrices. On pourrait même dire il y a une forme thérapeutique dans sa démarche. Simplement, je vous fais partager deux petites réflexions qu'elle a énoncées. Obsédée par l'hypocrisie de son milieu, elle dira une fois adulte, pour justifier sa rébellion, « Chez nous, la violence était cachée, seules comptaient les apparences. » Donc, elle est franco-américaine. Son père essaye de garder une belle image du fonctionnement familial, mais derrière cela, Niki de Saint-Phal va subir des relations assez périlleuses avec son père. Et dans une première partie de sa démarche en tant qu'artiste, elle va même exercer une attitude, des gestes extrêmement violents et destructeurs, dont notamment cette idée de tirer à la carabine sur un assemblage d'éléments. Elle dit « Je me sentais droguée après une séance de tir, j'étais complètement sonnée. Je devenais dépendant de ce rituel macabre, même s'il était joyeux. J'en arrivais au point où je perdais le contrôle de moi-même. Mon cœur battait la chamade pendant que je tirais. Je tremblais avant et pendant la séance et j'étais dans une sorte de transe extatique. Et sur quoi tire-t-elle ? Elle constitue des grands tableaux. Donc vous voyez, il y a un personnage, en tout cas une silhouette qui évoque un personnage devant lequel elle se place, toujours avec une espèce de grande salopette, la carabine donc à bout portant. Et vous avez un petit détail donc sur la partie droite qui vous montre dans cet ensemble, dans cette figure et cet ensemble de matières, il y a notamment des objets qui sont collés, fixés avec du plâtre, mais elle y glisse des poches de couleurs. Et à l'aide de la carabine, elle tire sur le corps et parfois, évidemment, elle perce une poche colorée qui réalise ces coulées que vous voyez sur la partie droite de l'image. Et c'est pour ça qu'elle dit « J'imaginais la peinture se mettant à saigner, blessée de la manière dont les gens peuvent être blessés. Pour moi, la peinture devenait une personne avec des sentiments et des sensations. » Donc, par ce biais-là, on pourrait dire qu'elle répare certains moments douloureux de son adolescence, donc une attitude, je dirais, incestueuse avec son père, et que progressivement, elle va pouvoir vaincre, essayer d'être victorieuse des choses, et la vie va progressivement l'emporter sur la blessure, sur la déchirure, sur cette nécessité de la destruction, tout ce qui touche les forces assez obscures de la mort. Et à un moment donné, elle en aura fini, si vous voulez, avec cette notion des tableaux de tir, et elle passera à une phase de travail où on sera plutôt dans une dimension réjouissante de l'humain. Et on a beaucoup d'images
de nouveau saisie par les photographes, où elle convoquait d'autres personnes, hein, elle faisait ses agencements sur une vieille porte, elle vient associer différents objets trouvés, de nouveau recouverts de plâtre, et dans lequel elle vient placer des poches de couleurs. Donc à tour de rôle, plusieurs personnes peuvent tirer. Donc ici, le photographe Harry Chung, Jean Tinguely, dont on aura aussi l'occasion de parler, qui rejoint le groupe, et Nikita Safal elle-même. Et ça fait partie donc de performances aujourd'hui. Donc vous pouvez voir le tableau tir qui est exposé, mais il est de nouveau essentiel de pouvoir partager les documents qui enregistrent ces différentes phases de partage et d'intensité qu'elle va déployer. Voilà, par rapport à une démarche donc, qui se déroule au tout début des années 60. Après, elle ira vers d'autres formes de création.